va revenir aux Antilles, un petit peu, donc on va passer de la Martinique à la Guadeloupe pour inviter Marie-Laure Lalanne Mistry à venir nous parler de dénutrition chez la femme enceinte. Bonjour à tous, merci d'être restés jusqu'au bout. Je remercie le professeur Nadia Saba de me permettre de vous présenter aujourd'hui un aspect méconnu qui est celui de la dénutrition chez la femme enceinte. Voici mon plan. Alors, je vais essayer de vous convaincre de l'importance de la nutrition pendant la grossesse, non seulement la période de la grossesse, mais aussi toute celle qui est inclue dans les 1000 premiers jours. Donc, la première des choses, c'est qu'on se mette d'accord, vous et moi, sur la définition de ces 1000 premiers jours. Comme vous pouvez le voir, il démarre dès la conception et pas à partir de la naissance de l'enfant. Ce temps in utero est fondamental et va être déterminant avec celui de la première période des 6 mois après la naissance au sein même de ces 2 années que vous voyez sur la frise. Le chiffre 2 va revenir dans ma présentation de nombreuses fois. Il est capital et je vais le répéter pour que, c'est la base de l'enseignement, tout le monde garde en tête les choses. Donc la croissance de l'enfant, elle va se jouer avant ces 2 ans. Pas de façon définitive toujours, c'est-à-dire il y a encore des choses qu'on peut faire, mais bien sûr, sur ces 2 temps particuliers, le chiffre 2 n'est pas sorti au hasard. Ces 1000 premiers jours, ça n'a pas été un hasard. Alors, le World Health Organization nous a donné un peu un état des lieux récent, 51 millions d'enfants de moins de 2 ans, vous voyez à nouveau ce chiffre 2, qui souffrent de retard de croissance. Et ce qui est important de savoir et qu'ils nous disent, c'est que plus de la moitié en fait, de ces retards de croissance sont constitués au cours de ce temps in utero, temps de la grossesse et des 6 premiers mois de vie. Ils sont responsables, quand ça se passe mal, de troubles sensitivo-moteurs, de troubles de croissance, de troubles de développement pour le cerveau, avec des séquelles et des retards mentaux qui parfois ne sont pas récupérables. Avec un handicap mental qui va être différemment vécu en fonction des sociétés et qui, au niveau des parents, ne va pas se voir de suite. C'est-à-dire que ça va être des retards d'acquisition qui vont faire que petit à petit, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Le deuxième message, en dehors du premier que je vous ai donné déjà, c'est que si on ne fait rien avant les 2 ans de l'enfant, vous avez un handicap mental qui va être définitif. Donc, c'est un peu comme une plante. Si on rate le moment où on doit l'arroser, comme il faut, eh bien, à un moment donné, on a beau apporter de l'eau, c'est trop tard. On sait également, parce qu'on a aujourd'hui ce congrès de diabétologie, et c'est le lien à ce qu'on va faire, qu'il y a exactement aussi une programmation de ces enfants in utero par l'imprégnation maternelle et l'environnement nutritionnel maternel à la conception de futurs adultes qui, si ça ne tourne pas comme il faut, vont avoir une prédisposition à l'émergence d'hyperglycémie, de diabète, de maladies métaboliques diverses et de pathologies cardiovasculaires qui vont altérer leur santé à l'âge adulte. Alors, on sait ça à partir d'études de Barker qui nous a montré, vous voyez, dans les encadrés, une surmortalité à l'âge adulte lorsqu'on était à faible poids de naissance au départ. Pareil ici, vous voyez, faible poids de naissance et perturbation de l'homéostasie glucidique. Et puis ici, vous avez l'apparition du syndrome métabolique aussi beaucoup plus important chez les petits poids. Alors, sur cette frise, vous voyez ici le retard de croissance intra-utérin. Au moment de la naissance, eh bien, on catégorise l'enfant en small gestational age ou large gestational age. Les petits poids de naissance, eh bien, comme les gros poids de naissance qui peuvent aller jusqu'à la macrosomie, eh bien, vont après se développer, être allaités ou au biberon. Et on va voir apparaître dans cette enfance eh bien, ceux qui vont avoir une corpulence normale, ceux qui vont être avec une taille déjà altérée, qui seront émaciés
ou qui seront en sous-poids. Et ces enfants qui ont un développement impacté par cette nutrition maternelle, eh bien, vont développer plus tard des troubles cognitifs, des retards au développement physique, une acquisition moindre à l'école, des maladies métaboliques, l'obésité, le diabète de type 2, cardiovasculaire avec l'hypertension et des complications à l'âge adulte. Si on regarde un petit peu dans le détail ce schéma, eh bien, vous voyez qu'ils ont opposé ici en haut je dirais la dénutrition qui est notre objet, les niveaux de stress élevés et un surrisque qui va toucher ces femmes qui est un risque de prééclampsie, un risque aussi plus fort avec un profil plus tourné vers le diabète de type 1 et ici celles qui sont en excès de prise pondérale avec une insulinorésistance, une obésité, une surnutrition et un profil diabète de type 2. Vous voyez nos 3 petits-enfants avec celui-là, le appropriate gestational age, qui va bien, et les autres qui vont développer les maladies cardiovasculaires et métaboliques des 2 côtés dont on vient de parler. Alors cette prééclampsie, eh bien, comme vous pouvez le voir ici en bas d'abord, vous voyez que les artères vont se spiraler et du coup, elles vont modifier la perfusion de l'enfant, entraîner du coup une dysfonction placentaire à l'origine d'une dysfonction endothéliale et de ce retard de croissance. La prééclampsie, c'est grave, ça se transforme en éclampsie qui tue la mère et l'enfant. Donc ce sont des états importants qu'il faut savoir dépister et traiter. Elle est une grosse source, cette prééclampsie, de retard de croissance intra-utérin. Alors on a 1 milliard de femmes, plus d'1 milliard de femmes et d'adolescentes dans le monde qui vont souffrir de dénutrition, qui ont déjà pour elles-mêmes entraîné une insuffisance pondérale et une petite taille, mais cette dénutrition, elle peut être autre que énergétique et protéique et concerner des carences en micronutriments essentiels ou en fer responsable d'une anémie ferriprive. En majorité, c'est dans les régions les plus pauvres qu'on va les trouver. L'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne, et vous allez me dire, mais alors pourquoi ce sujet ici et maintenant? Tout ça, ça préprogramme nos femmes qui vont engendrer de futures femmes qui donneront elles aussi des enfants avec plus de problèmes de santé. Et donc l'UNICEF a donné comme message pour la journée de l'enfance qui était ce lundi, la mauvaise nutrition se transmet de génération en génération. Donc, comme vous le voyez, ça c'est une ancienne pub que vous connaissez, le sida ne passera pas par moi. Eh bien, nous dirons aussi ensemble, on va casser tout ça. Voilà, vive la nutrition. Donc, les recommandations au niveau de l'OMS, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, qu'une femme, déjà, l'OMS a travaillé pour les femmes enceintes en disant que 4 des objectifs du millénaire qui se terminent en 2025 sont reliés à la croissance avec 6 items qui sont inclus sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile. On y va vite fait. Vous allez retrouver ce que je vous ai expliqué. 1. Réduire de 40% les retards de croissance intra-utérin. 2. Réduire de 50% l'anémie des femmes en âge de procréer parce qu'elle est source de mortalité, d'hémorragie de la délivrance chez les femmes. 3. Réduire de 30% les petits poids, insuffisance pondérale à la naissance. 4. Pas d'augmentation d'enfants en surpoids, donc lutte contre la macrosomie. 5. Porter le taux d'allaitement au moins à 6 mois chez plus de 50% des femmes, si on peut, et réduire et maintenir à moins de 5% l'émaciation de l'enfant. OK, ça s'arrête en 2025. Entre 2020 et 2022, l'OMS nous dit cette malnutrition aiguë des femmes enceintes ou allaitantes, elle a monté de 25%. Et vous allez me dire, mais regardez bien, 12 pays en crise alimentaire, c'est en Afrique, c'est loin de nous. Eh bien, détrompons-nous tous. Aujourd'hui, nous avons une insécurité alimentaire qui est majorée dès qu'il y a de la crise. Et nous avons déjà 3,5 millions de Français qui sont en insuffisance alimentaire, avec tous les degrés, légers, modérés à sévères. Et vous avez compris qu'au début, on commence à moins acheter. Après, on commence à réduire sur la quantité. Puis,
On change la qualité pour garder la quantité, et puis on finit par sauter des repas, et c'est l'insuffisance alimentaire grave. En France, 24% des moins de 40 ans sont dans cette situation de précarité alimentaire contre 7% des 60-69 ans. Donc le message, c'est quoi? C'est que ça touche surtout les jeunes et notamment les femmes jeunes. Alors, pour savoir ce qui se passe chez nous aux Antilles-Guyane, on est obligé, en tant que département français d'Amérique, de prendre les cartes du monde. Et donc, vous voyez là la situation pour la Guyane, parce que pour nous, c'est tellement tout petit qu'on ne voit rien du tout pour les Antilles. Donc, vous voyez qu'on est déjà au niveau vulnérabilité à ce niveau-là. Et au niveau des retards de croissance, eh bien, ils apparaissent déjà en couleur, même en Guyane. À droite, on ne fait pas partie du top 10, mais vous voyez que Haïti, qui est en Caraïbes, est bien présent au milieu. Alors, des particularités guyanaises. Je suis allée les chercher et donc vous voyez qu'on a une inégalité du genre avec, bien sûr, en défaveur des femmes. Voilà, on va le dire comme ça, avec une situation pour la Guyane, vous voyez, on est sur cette couleur orangée. Et sur particularité que j'ai découvert à l'occasion de ce topo, des mariages très précoces. Vous voyez ici, on est en couleur marron, donc 31 à 40% des femmes, la publication est de 2021, donc des femmes âgées de 20 à 24 ans qui sont mariées déjà avant l'âge de 18 ans. Donc ça a des incidences et des conséquences avec des grossesses précoces. Donc 4 femmes sur 10 ont leur premier enfant avant l'âge de 18 ans. C'est un rapport qui est sorti cette semaine de l'UNICEF à l'occasion de la journée de l'enfant. Et une femme sur 10 avant ses 15 ans. Donc le taux de grossesse précoce est 40 fois celui des jeunes femmes de moins de 15 ans en Hexagone dans un contexte de violence présent. 80% de ces grossesses des jeunes femmes guyanaises de moins de 20 ans sont non désirées, avec au niveau du réseau périnate, 20% des collagiennes en situation de grossesse déscolarisées, donc un isolement supplémentaire de ces jeunes femmes. Tout à l'heure, Dr Lin nous a montré un petit peu sur l'ensemble des Outre-mer et des collectivités territoriales que nous n'avons pas les mêmes situations. Eh bien, vous voyez que là, on a une surmortalité infantile qui est conséquente en Outre-mer, qui dépasse très, très largement celle de la France hexagonale, qui est de 3,7 pour 1000. Et vous voyez Mayotte en tête, et la Guyane est en 2, à 8,2 pour 1000, et la Guadeloupe en 3, 8,1 pour 1000 naissances. Donc, plus de dénutrition infantile, des problèmes d'accès à l'eau potable qui sont majeurs à Mayotte, et qui sont importants en Outre-mer plus globalement, plus de fragilité, plus d'infections, pour les petits, et plus de violence intrafamiliale. Alors l'insécurité alimentaire en Guyane, elle est dans le rapport des Outre-mer évaluée à 14,3% de la population en stress alimentaire sur le plan quantitatif. Elle touche aussi le monde des étudiants en Guyane, avec un étudiant sur 2 qui est en difficulté et 6 enfants sur 7. En Guadeloupe, cette équivalence trouvée sur une autre publication sur la restriction quantitative en 2010, donc c'est beaucoup plus ancien, vous voyez, elle est de 7,6%, mais avec presque 50% de personnes en insécurité qualitative qui n'arrivent pas à avoir ce qui leur convient. Un contexte particulier sur lequel je ne m'étalerai pas, mais beaucoup plus d'enfants non scolarisés qui échappent en fait au système, avec 40 langues sur le territoire, avec des difficultés après pour la lecture, pour l'intégration. Vous avez la Guyane ici et la Guadeloupe est là. Et vous voyez qu'on est avec des taux bien supérieurs de ceux de la métropole qui sont ici. Et une difficulté d'accès aux soins médicaux, parce que nous devons dire à ceux qui viennent dans nos territoires que la sous-médicalisation en médecine générale ou en spécialiste est encore plus importante en Guyane d'abord, plus qu'en Guadeloupe et plus que dans l'Hexagone.
Nous avons aussi une insécurité affective et financière de ces femmes, puisqu'on va parler des nutritions maternelles, donc il faut le dire, avec des chiffres effarants qui sont apparus juste avant que je prenne l'avion à la télé. 63% des pères antillais, suite à l'émission de ce rapport, qui refusent de reconnaître la paternité de leurs enfants. Et un modèle globalement monoparental, mère seule, plusieurs enfants, de pères différents. Une étude menée par Vanessa et moi, et professeur Parent, donc, qui montre que 2 femmes sur 3 ayant accouché au CHU sur une période de cette année, en situation de précarité malgré un travail. Voilà. Et en Guyane, pauvreté, 6 enfants sur 10 et 53% de la population qui gagne moins de 1020 € par mois versus 14% en métropole. Donc ça, ce sont des réalités parce qu'après, il faut réfléchir aux solutions. Les recommandations pour la femme enceinte sont les suivantes. Au niveau prise de poids, elle doit se nourrir pour que, en fonction de son IMC préconceptionnel qui est là, elle puisse limiter au maximum les complications materno-fétales. Ça veut dire qu'on a un minimum ici de prise de poids totale en fonction de l'IMC préconceptionnel et un maximum à atteindre pour limiter tout ça. Je résumerai en disant ni trop peu. Donc finalement, qui allez-vous dépister ? Bien, les femmes maigres, déjà d'emblée, puisqu'elles sont supposées prendre au moins 18 kilos et que peut-être elles ne vont pas pouvoir le faire. Quel que soit l'IMC, attention, nous sommes dans des régions où il y a de plus en plus de surpoids et d'obésité, comparativement à d'autres zones de métropole. Mais quelle que soit la présentation de la personne, elle peut tout à fait être dénutrie et obèse, dénutrie et en surpoids. Donc par contre, ce qui va vous alerter, c'est pas ou peu de prise de poids au cours de cette grossesse par rapport aux recommandations que je viens de vous montrer. Ça peut être aussi un amaigrissement. Il y a des femmes qui, au cours de leur grossesse, maigrissent, elles vomissent en permanence avec des carences. Et si vous pouvez regarder les ongles, qu'il n'y a pas de vernis à ongles par-dessus, vous pouvez voir que l'état des ongles est cassant, ils s'effeuillent, les cheveux sont ternes, tombent. Il peut y avoir des glossites, des perlèches au niveau des lèvres. Et au niveau du bilan, une anémie fériprive, microcytaire hypochrome ou autre en fonction du type de carence qui vont vous alerter. Bébé va être le signe indirect de l'alerte pour la dénutrition maternelle avec un retard de croissance intra-utérin et un small gestationnel age, small weight, donc petit poids pour la gestationnelle ou des complications ou des malformations. Alors pourquoi ? Parce que cette dénutrition, elle peut être calorique. Vous avez tous en tête la photo d'enfants qui souffrent de marasme ou de kwashiorkor, qui sont la forme souvent décompensée du marasme. Donc vous avez la partie aiguë, chronique, le mélange des deux. Et puis vous avez les déficiences en micronutriments que vous connaissez moins bien. Alors on va les voir. Ici, vous avez le déficit de fer qui est très banal, mais qui passe en conséquence chez l'enfant. Et ça, c'est peut-être moins connu de tous, avec un retard moteur, mental ou socio-émotionnel quand il existe. Il faut supplémenter sa mère et garder en tête que le fer héminique, c'est-à-dire celui qui contient l'hème, donc qui est dans la viande rouge, sera absorbé quel que soit le type de repas sans problème. Si c'est un fer non héminique, il va falloir favoriser l'absorption, donc le fer non héminique d'origine végétale. Et donc là, sachez que la vitamine C booste au maximum cette absorption. No tea, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une tasse de thé, ça empêche l'absorption du fer, même une seule tasse. C'est extrêmement puissant le thé, donc pas de thé chez des femmes que vous voulez mettre sous tardiférin ou autre, parce que ça ne servira à rien, ça ne va pas remonter. L'iode, une carence en iode gêne la production maternelle d'hormones thyroïdiennes, T3 et T4, ça fait partie structurante de ces hormones. Et chez l'enfant, on a une diminution du quotient intellectuel.
L'enfant ne compte que sur sa mère sur les 3 premiers mois in utero. Si la maman est sous lévothyrox, faire la TSH avant qu'elle essaye de tomber enceinte pour la mettre là où il faut, avant que la dame ait suivi endocrino. Sel iodé, alors se battre sur le référentiel in utero, parce que pour l'instant, ils se battent. Contraception des adolescentes, on a bien vu que aider. Protection contre la violence, on a compris qu'il fallait aider avec un suivi psychologique et psychiatrique. Et je vous remercie de votre attention. Dans les pays éloignés, mais chez nous aussi, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Bonjour, merci Marie-Laure pour cette présentation. Effectivement, tu as beaucoup insisté sur la dénutrition et la précarité, ce qui est effectivement très prégnant sur notre territoire. Ce qu'il y a effectivement aussi de prégnant, c'est cette transition démographique avec effectivement cette transition nutritionnelle avec la prévalence de l'obésité qui augmente et le recours à la chirurgie de l'obésité. Bien évidemment, on s'assure que les patientes aient une bien une contraception pour ne pas procréer dans les suites quasi immédiates d'une intervention, mais cela arrive, et surtout lorsqu'on est confronté à finalement des prises en charge chirurgicales en dehors des circuits et à une faible démographie médicale pour suivre ces patientes. Donc c'est vrai qu'il y a une vigilance particulière sur la dénutrition survenant après chirurgie bariatrique et une grossesse qui survient. J'en parle parce que j'ai clairement le cas d'une patiente à 6 semaines de sa sleeve qui a une procréation et qui ne l'a pas dit, et moins 12 kilos à 6 mois. Donc effectivement, là, on est sur des prises en charge plus agressives, entre guillemets. Donc effectivement, c'est une petite vigilance sur nos territoires où il y a effectivement cette cohabitation de ces troubles nutritionnels et avec en face une démographie de soignants déficitaire. Merci Liliane de ton commentaire. On a le même souci sur le territoire, alors pas avec les mêmes choses. Les sleeves, c'est plus rare d'avoir des déficits puisqu'on est que sur une réduction, mais ça peut arriver aussi. C'est surtout sur les techniques malabsorptives qu'on va avoir ces problèmes-là. Et ça, c'est un message pour nous tous. Les femmes oublient qu'elles ont été opérées. Elles ne vont pas du tout en parler. Et parfois, même, elles ont honte de l'avoir fait sans avoir averti leurs soignants. Du coup, elles le cachent. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à ça. C'est bien de l'avoir rappelé. Merci. Oui, bonjour, Laurent Dejoux, médecin généraliste. Merci pour cet exposé très, très, très intéressant. Je voudrais souligner un peu la difficulté qu'on a en médecine générale. On est confronté quand même à des particularités culturelles ici, hein, et avec déjà une alimentation, le wassail, etc. Qu'est-ce que ça mène au niveau nutritionnel? Il y a beaucoup de femmes qui ont recours à ce type d'alimentation un peu traditionnelle, dont on ne connaît pas forcément les capacités nutritionnelles, hein, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment d'équivalent. Et puis, il y a le problème également de la précarité et de certaines femmes qui consomment la pica, quoi. Enfin, les argiles, qui ont un comportement ils consomment de la terre. Et ça provoque aussi effectivement des désordres assez sérieux. Moi, j'ai déjà été confronté au problème et c'est vrai que c'est un peu difficile à gérer. Alors bon, c'est des cas ponctuels, mais c'est vrai qu'on a ces particularités-là un peu ici dans certaines franges de la population. Voilà, je voulais simplement dire. Et savoir ce que ça peut avoir comme incidence également sur... consommer des argiles, là, c'est pas très heureux comme pratique, évidemment, mais ça remplit le ventre, quoi, c'est ça le problème.
Oui, le syndrome de Pica, donc de se nourrir de la terre, engendre oui aussi de nombreux problèmes. Alors, je n'étais pas partie dans tous ces détails, donc je suis en difficulté pour vous donner l'exhaustivité des troubles chez l'enfant, mais oui, c'est des retards profonds. Et toute la difficulté, c'est que chaque fois qu'il y a des carences, si on les prend trop tard, eh ben elles sont définitives. En tout cas, l'enfant va grandir. Il va grandir peut-être plus petit, peut-être plus maigre, mais il aura perdu énormément et c'est terrible. Donc, je pense qu'on a besoin d'études en nutrition sur chacun de nos territoires. Ça, c'est très important. On a besoin aussi du témoignage comme le vôtre, pour avoir une idée en fait de ces fréquences que vous rencontrez, parce qu'on ne peut pas les suspecter. Et puis derrière, comment faire quand on ne connaît pas au niveau alimentation bien les apports, en attendant nos études, parce qu'on va les faire. Je pense qu'il faut se régler sur le graphique que je vous ai montré là, tout à l'heure, qui est la prise de poids minimale. Je pense que quand cette prise de poids minimale en fonction de l'IMC préconceptionnel n'est pas atteinte, il faut réagir. Il faut réagir, il faut envoyer vers le service d'endocrino-diabéto-nutrition pour voir. Et puis, même si on ne va pas attendre les résultats, on va traiter. On va couvrir en folate, on va couvrir en vitamine D, etc. Parce que ça part, même chez nous en Guadeloupe, ça part en métropole et ça revient un mois après. On ne va pas laisser un gamin manquer de choses. La TSH, vous l'avez vite, si c'est une carence en iode. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on s'adapte avec les moyens qu'on a. On est tous pleins d'énergie et voilà, c'est la solidarité des Outre-mer, ultramarines entre elles aussi, qui se sentent bien seules en recherche parce qu'on est loin et on n'a pas les mêmes fonds que les autres pour faire nos recherches, c'est le problème. Mais bon, nous, ensemble, nous debout. Et donc, on va pouvoir faire ensemble beaucoup de choses. Merci.